Mardi 14 mai 2024. Il est presque 11 heures du matin, au péage d'Incarville. Dans l'heure, une scène d'une violence inimaginable éclate. Un commando attaque un fourgon pénitentiaire. 2 agents sont tués sur le coup, Fabrice Moyolo, Arnaud Garcia. C'était, waouh, d'une brutalité sidérante. Et en détenu est exfiltré Mohamed Amra. Mohamed Amra. Né à Rouen en 1994, on va se pencher aujourd'hui sur son parcours assez fou, en s'appuyant sur les documents et les enquêtes. Lui, c'est celui qu'on surnomme la mouche. Oui, la mouche, mais aussi Schtroumpf, Yanis, Momo. Ces surnoms, ils disent déjà quelque chose. La mouche, ça évoque bien sûr celui qui est insaisissable, qui passe partout, qui échappe. Peut-être moqueur au début, mais devenu terriblement pertinent pour les forces de l'ordre. Hein? Exactement. Et c'est ça le paradoxe Amra. Quand on regarde son dossier, on voit d'abord un parcours de délinquant juvénile. 19 mises en cause, classées avant ses 14 ans. Oui, des vols, des petits délits, première condamnation à 15 ans. On est loin, hein? Très loin de l'image du grand bandit. Tout à fait. Et puis, il y a cette bascule. 13 condamnations avant 20 ans, 15 au total au moment de l'évasion. Et surtout, les soupçons qui pèsent sur lui. Implication dans le narcotrafic international, des meurtres commandités depuis sa cellule. Comme cette affaire Ugur-Tekin à Marseille. C'est là qu'on se demande comment passe-t-on de la petite délinquance rouennaise à ça? Les enquêteurs le soupçonnent d'être devenu un chef de clan peut-être lié au réseau Black Mafia Family. Il y a des connexions vers Marseille, c'est certain, même si, certains médias disaient encore middle of the pack, un pion quoi. Un pion qui tente quand même de scier les barreaux de sa cellule à Évreux quelques jours avant l'attaque d'Incarville, ça montre une détermination, non? Ah oui, clairement, ce n'était pas un coup de tête. Ça signale une volonté farouche de s'évader, et cette volonté, elle va se manifester de la manière la plus brutale qui soit ce 14 mai. Revenons à l'attaque. C'est chronométré, presque militaire. 10h56 et 59 secondes. Une Peugeot 5008 percute le fourron. Aussitôt, des tirs d'armes de guerre, type Kalachnikov. Une Audi A5 arrive en sens inverse et bloque toute issue. Le commando est là. Il y a même un moment de flottement. Il cherche la bonne pente du fourgon. Et là, il y a ce témoignage incroyable d'un agent survivant, Amra, qui dit à son geôlier « Ouvre-moi, ils vont rien te faire ». C'est glaçant. Selon ce témoin, Amra n'avait pas peur. Il était déterminé, clairement dans leur équipe. Il est sorti du fourgon. Et juste avant de partir, un des assaillants tire dans la jambe d'un agent déjà blessé au sol, gratuitement. Une violence pure, oui. Puis ils mettent le feu aux voitures, la Peugeot, l'Audi, qu'on retrouvera plus loin, et ils disparaissent. La cavale commence. Et la question c'est... comment une opération pareille a pu être montée? C'est ça. 9 mois de cavale. 284 jours. Le plan épervier est déclenché immédiatement. Plus de 450 policiers, gendarmes sur le qui-vive. Interpol lance une notice rouge dès le lendemain. Il devient l'ennemi public numéro 1. On pense qu'il est parti à l'étranger, Espagne, Maghreb. C'est l'hypothèse logique. Et pourtant, les enquêteurs découvrent bien plus tard qu'il aurait passé 7 mois, planqué dans un petit 2 pièces à Compiègne, loué sur une plateforme, tout simplement. Incroyable. Et quand la police débarque dans cet appartement, il n'est plus là, la mouche s'est encore envolée. Mais la technologie aide un peu. Grâce à une puce téléphonique, on arrive à retracer une partie de son trajet après Compiègne. Oui, on découvre qu'il a traversé au moins 4 frontières. Il se fait même contrôler en Autriche avec une fausse identité Nicolas Dumet, les cheveux teints, mais il passe entre les mailles du filet. Et sa destination finale, ce sera Bucarest, en Roumanie. C'est là qu'il est repéré. Cheveux teints en rouge vif cette fois, survêtement beige, surveillance discrète. Et le 22 février 2025, il est interpellé près d'un centre commercial. Sans opposer de résistance. Il y a ces images où on le voit souriant face aux caméras, presque narquois. Oui, un sourire qui a beaucoup fait parler. L'extradition vers la France est très rapide. Approuvé le 23, il est de retour le 25 février. Et pendant qu'on l'arrêtait lui, il y avait un énorme coup de filet en parallèle, non? Absolument. Une opération internationale. France, Espagne, Maroc, même Thaïlande. Plus de 37 personnes mises en examen au total, soupçonnées d'être ses complices. On parle de liens avec l'entourage d'un rappeur connu, Koba Ladé, un groupe appelé Black Menjak Family. Ça montre l'ampleur du réseau supposé. Aujourd'hui, Mohamed Amra est de retour en France et en détention très haute sécurité. D'abord à Alençon, puis transféré à Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais. Un transfert spectaculaire par hélicoptère du GIGN. Et les conditions sont extrêmement strictes. Isolement 23 heures sur 24, surveillance vidéo constante,
Communication très limitée, 4 heures par semaine, je crois. Double menottage pour chaque déplacement. Fouille systématique. Pas de contact physique au parloir avec sa famille non plus. C'est ça. D'ailleurs, il a porté plainte pour mauvais traitement. Il dit avoir eu le pied cassé par des surveillants. Et cette plainte? Rapporté. Face au juge qui enquête sur l'évasion d'Inkerville, pour l'instant il se tait. Il utilise son droit à silence. Oui, il dénonce justement ces conditions de détention et aussi le manque de confidentialité, selon lui, avec ses avocats. Ses défenseurs disent qu'il parlera, mais seulement quand cette confidentialité sera garantie. C'est une stratégie, bien sûr. Du coup, beaucoup de questions restent sans réponse. Quel était son rôle exact? Le cerveau de l'opération ou juste un pion important? Quelle est la vraie taille de son réseau? Et pourquoi cette violence extrême lors de l'évasion? Le contraste est énorme avec ses débuts. Capacité à défier l'État, à organiser des opérations quasi militaires, même depuis une prison. Ça interroge forcément sur les failles du système pénitentiaire, de la justice. Oui, et sur la réponse à apporter face à cette criminalité organisée qui semble de plus en plus puissante et décomplexée. La traque de la mouche est terminée, il est derrière les barreaux, mais l'enquête sur ceux qui l'ont aidé, sur les réseaux, elle, ne fait que commencer. Et ça laisse une question en suspens un peu vertigineuse. Combien d'autres mouches, combien d'autres profils comme Amara évoluent en ce moment même sous les radars? La question reste ouverte.